Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 16 décembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur l'élection d'un nouveau Premier ministre au Tonga, 3 semaines après le scrutin des élections législatives qui se sont tenues dans l'archipel du Pacifique. On s'intéressera ensuite au parcours des premiers réfugiés climatiques des Tuvalu, fraîchement arrivés sur le sol australien, dans le cadre du premier traité de migration au monde lié au climat. Et ce sera l'occasion pour se pencher sur un accord qui a fait des îles Tiwi, dans le nord de l'Australie, une nouvelle zone autochtone protégée. Et enfin, je vous proposerai d'évoquer plusieurs nouvelles entrées sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO dans la région Asie-Pacifique. 3 semaines après les élections législatives qui se sont tenues sur l'archipel des Tonga, le nouveau Parlement a élu Lord Whakawhanua, un jeune député noble de Ha'apai de 40 ans, au poste de Premier ministre. Lord Whakawhanua, qui est également président du Parlement, sera donc le deuxième noble à être élu Premier ministre depuis la réforme constitutionnelle de 2010, succédant ainsi à Aisake Eke. Il entrera officiellement en fonction une fois nommé par le roi Tupu VI et devra ensuite nommer dans les prochains jours un nouveau gouvernement dont la composition devra aussi être soumise à l'approbation du roi. Le nouveau Premier ministre a appelé à l'unité du Parlement et a exhorté les députés à travailler ensemble pour le bien du pays. Notons que Lord Whakawhanua est l'arrière-petit-fils de la reine Salote III, née en 1900 et décédée en 1965, qui a régné sur l'archipel de 1918 à sa mort. Lord Vaea et Lord Tuihagana ont respectivement été élus président et vice-président du Parlement à l'unanimité, 2 fonctions réservées aux députés nobles et élus par des nobles. L'archipel des Tonga est une monarchie constitutionnelle et une jeune démocratie parlementaire, les premières élections des membres du Parlement par le peuple ayant eu lieu pour la première fois en 2010 seulement, après que le roi a renoncé à exercer le pouvoir exécutif. Le Parlement actuel comprend ainsi 17 sièges de députés roturiers et 9 sièges réservés à des nobles, qui sont non pas élus par le peuple, mais par une trentaine de citoyens détenteurs de différents titres de noblesse. Notons aussi que le scrutin de cette année a été marqué par une baisse du taux de participation avec plus de 49% sur le total des plus de 64 000 inscrits, notamment en raison du fait que les lois électorales du pays ne permettent pas de voter à distance, malgré l'existence d'une importante diaspora. Le quotidien local en ligne Matangi Tonga a publié un article hier indiquant que ce faible taux de participation faisait débat dans l'archipel, en questionnant sur la représentativité, la légitimité des députés et sur le fonctionnement de la démocratie, avec un pouvoir qui se trouve, après ce scrutin, consolidé autour de la noblesse plutôt qu'autour des représentants du peuple. Notons que les Tonga sont la seule monarchie du Pacifique et que certains s'inquiètent que le rôle croissant des nobles et de la monarchie dans la gouvernance ne marque un retour 15 ans en arrière, avant la réforme constitutionnelle de 2010, lors de laquelle le roi a renoncé à exercer le pouvoir exécutif. Les premiers réfugiés climatiques tuvaluans partis en Australie dans le cadre du Falepi'i Mobility Pathway ont posé le pied sur le sol australien. En réalité, le terme de réfugié climatique n'a pas encore de statut juridique au regard du droit international et ne permet pas d'obtenir l'asile dans d'autres pays, comme c'est le cas pour les victimes de persécutions. La création d'un statut juridique à part fait débat et l'expression « climate migrants », immigrants ou migrants du climat, est celle utilisée en Australie. Les 2 pays ont signé en 2024 le premier traité au monde d'immigration lié au climat, un traité permettant à jusqu'à 280 citoyens tuvaluans par an de venir vivre, étudier et travailler en Australie avec un parcours accéléré vers la citoyenneté australienne et un accès à l'assurance maladie. Comme l'indique l'agence de presse Reuters, les scientifiques de la NASA estiment que Funafuti, l'île principale de l'archipel des Tuvalu, sera à moitié submergée par la montée des eaux d'ici 2050. Les conséquences des changements climatiques ont donc poussé les autorités des Tuvalu à négocier avec l'Australie un moyen de déménager progressivement sa population en faisant le premier accord de ce genre au monde.
Plus d'un tiers des 11 000 citoyens tuvaluans ont déjà fait leur demande pour le nouveau visa climatique mis en place à l'issue de l'accord, et le quota de 280 visas par an vise à empêcher une fuite des cerveaux trop importante qui entraverait le fonctionnement de l'archipel. Le gouvernement australien a précisé que les premiers Tuvaluans arrivés dans le cadre de cet accord étaient au nombre de 27, avec parmi eux, par exemple, une conductrice de monte-charge, une dentiste ou encore un pasteur en formation qui compte s'installer dans la petite ville de Naracoorte, dans le sud de l'Australie, et qui veut s'occuper de la vie spirituelle des centaines de ressortissants du Pacifique venus occuper des emplois saisonniers dans l'agriculture ou encore dans le secteur de la boucherie et vivant déjà sur place. Notons que le Premier ministre des Tuvalu, Feleti Teo, s'est rendu en Australie le mois dernier et a notamment rendu visite à la communauté tuvaluane de Melton, une ville de la banlieue nord-ouest de Melbourne, appelant ses concitoyens à maintenir des liens étroits et notamment des liens culturels avec les Tuvalu. L'agence de presse Reuters précise que des services d'aide ont été mis en place par l'Australie pour aider les familles tuvaluanes à s'installer à Melton, mais aussi à Adélaïde, dans le sud de l'Australie, ou encore dans l'État du Queensland, dans le nord-est du pays. Les îles Tiwi, dans le nord de l'Australie, sont officiellement devenues une zone autochtone protégée de plus de 700 000 hectares suite à la signature, la semaine dernière, d'un accord avec le gouvernement fédéral australien. Cet accord, signé mercredi dernier à Urumianga, sur l'île de Bathurst, doit permettre aux propriétaires des terres traditionnelles d'aider le gouvernement à protéger la biodiversité de cet archipel constitué de 2 îles, Melville et Bathurst, ainsi que de 9 îlots inhabités. Selon le comité de la zone protégée, cité par le média australien ABC News, l'accord aidera à protéger l'environnement et la culture unique des îles Tiwi en aidant à la gouvernance locale et en créant des emplois de gestion de la terre au sein des communautés autochtones locales. Notons que l'archipel est habité depuis au moins 40 000 ans et est aujourd'hui peuplé d'environ 2000 personnes issues de 8 clans différents. L'archipel abrite aussi une biodiversité unique avec plus de 200 espèces de fourmis par exemple, dont environ 40 sont des espèces menacées, ou encore le Conilurus penicillatus, une espèce de rongeur dont la population est en déclin à cause des chats errants. Les rangers locaux ont récemment réussi, selon ABC News, à éradiquer une espèce invasive de fourmis tropicales et participent également à la gestion des incendies. L'établissement de la zone protégée devrait aussi permettre de financer les rangers et d'étendre leur zone d'activité, mais aussi de former une nouvelle génération qui pourra à son tour travailler à la protection de l'environnement et de la biodiversité de l'archipel. La 20e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO s'est réunie la semaine dernière à New Delhi, en Inde, du 8 au 13 décembre. Le comité a examiné 76 candidatures soumises par 77 pays en vue d'une inscription sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, des listes qui sont à la fois une marque de reconnaissance et un outil de préservation. 5 domaines sont concernés: les traditions et les expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les connaissances et pratiques ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Le comité a annoncé 53 nouvelles additions, dont certaines sont des extensions de catégories déjà existantes, avec notamment 11 additions qui concernent du patrimoine nécessitant une action urgente de préservation, comme par exemple l'artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dong Ho au Vietnam. Il s'agit d'impressions colorées créées à l'aide de blocs de bois sculptés, un art presque entièrement réalisé à la main du début à la fin et qui se perpétue dans un petit nombre de familles d'un village de la province de Bac Ninh. Également ajouté à la liste cette année, la fabrication de l'asin tibuok, le sol de mer artisanal de l'île de Bohol aux Philippines, ou encore l'art traditionnel du tissage de sari de Tangel au Bangladesh. En Inde, la fête de Diwali, une fête majeure du monde indien qui symbolise le triomphe du bien contre le mal, qui est devenue la 16e tradition indienne ajoutée à la liste de l'UNESCO, rejoignant ainsi le yoga, le pèlerinage de Kumbh Mela ou encore la fête de Durga Puja à Calcutta. Le Japon compte 6 additions cette année qui viennent toutes s'ajouter à des catégories déjà existantes. C'est par exemple le cas du Nakatsuki Omote, le savoir-faire traditionnel de confection des tatamis qui vient rejoindre la catégorie des savoir-faire, techniques et connaissances traditionnelles liées à la conservation et la transmission de l'architecture en bois au Japon. Le comité a aussi décidé d'ajouter la confection traditionnelle du papier à echizen dans la préfecture de Fukui, dans la catégorie du washi, savoir-faire du papier artisanal traditionnel japonais.
Et enfin, 4 fêtes traditionnelles ont été ajoutées à la catégorie Yama, Hoko et Yatai, festival de chars au Japon. Il s'agit de fêtes organisées dans différentes régions pour prier les dieux pour la paix et la protection contre les catastrophes naturelles. La délégation permanente du Japon auprès de l'UNESCO a déclaré être convaincue que ces inscriptions permettraient, je cite, de transmettre aux générations futures les techniques traditionnelles des artisans et qu'elles susciteraient un intérêt accru pour le patrimoine culturel immatériel, favorisant ainsi la protection et la transmission de l'ensemble de ce patrimoine. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.